Bonsoir, la Corse a la fortune et l'honneur d'être le premier morceau de France libéré. Ces mots du général de Gaulle prennent une résonance particulière à l'heure des 80 ans de la libération. C'est le thème de ce nouveau numéro de l'émission Les Spéciales. Du 9 septembre au 4 octobre 1943, la Corse soulevée est en armes. Si les combats face aux Allemands occupent le devant de la scène, la lutte d'influence entre De Gaulle, Giraud et le Parti communiste se joue en coulisses. Durant l'occupation, la lutte a été entretenue par la résistance sous la direction du Front National. 80 ans après, quelles traces ces événements ont-ils imprimé dans la société contemporaine ? Depuis la citadelle d'Ajaccio où nous nous trouvons, j'accueille d'abord Sylvain Grégori, l'historien, et le journaliste Dominique Lanzalavi. Bonsoir à vous deux. Merci d'avoir accepté cette invitation. Sixte Ugolini, Nicolas Cucchi et Gilles Guérini nous rejoindront plus tard. Avant de débattre, je vous propose un reportage. Il est signé Marc-Antoine Renucci. 11 novembre 1942. Les habitants des côtes corses voient poindre à l'horizon plusieurs bateaux. Certains imaginent qu'il s'agit d'un débarquement des Alliés. Les Anglo-Américains ont en effet repris l'Afrique du Nord 3 jours plus tôt. Visioni della Corsica. L'arrivo di un convoglio nel porto di Bastia. En réalité, ce sont 80 000 soldats italiens qui débarquent en Corse. Pour une grande partie de la population insulaire, c'est la stupéfaction. Cette occupation italienne sera, de surcroît, renforcée par l'arrivée de 14 000 puis de 40 000 soldats allemands dans une île qui ne compte alors que 220 000 habitants. En juin 1943, 14 000 Allemands de la brigade SS Reichsführer débarquent en Corse pour venir en soutien des troupes de Mussolini. Les troupes d'occupation représentent alors un occupant pour 2 habitants. Allemands et Italiens sont souvent accueillis avec hostilité et les poches de résistance, déjà présentes sur l'île, vont alors s'organiser. Mais la répression est terrible. En mars 1943, après l'arrestation et le suicide de son chef Fred Scamaroni, le réseau gaulliste Action Air de Corse est démantelé par l'OVRE. La police politique italienne va dans les mois qui suivent également procéder à l'arrestation et à la déportation de plus de 800 Corses. En août, le Front National, principal réseau de résistance, est touché en son cœur. Son dirigeant communiste Jean Nigoli, ainsi que plusieurs autres patriotes, sont exécutés. Loin d'affaiblir la résistance, ces actes vont au contraire renforcer structurellement l'hostilité envers les occupants. De plus, un événement conjoncturel va faire basculer le rapport de force. Après la chute du dictateur fasciste Benito Mussolini à l'été 1943, le nouveau gouvernement italien signe un armistice avec les Alliés. Il est rendu public le 8 septembre. En Corse, l'événement est lourd de conséquences. Le commandant Paulin Colonna d'Istria, coordonnateur militaire des groupes de résistance en Corse, lance un ultimatum, avec nous ou contre nous. Il s'adresse au général italien Giovanni Mali. Avec vous, finit par répondre ce dernier. Dès le 9 à Bastia, Italiens et résistants côte à côte, opposés aux soldats allemands, parviennent à s'emparer de la citadelle. Le 12, les Allemands reprendront le contrôle de Bastia, mais il est presque déjà trop tard car l'insurrection des patriotes est générale sur l'île. À Ajaccio, première ville française libérée, mais aussi à Sartène ou encore à Lévis, où l'action héroïque des résistants permettra de couper la route aux Allemands qui voulaient reconquérir Ajaccio. Durant ce mois de septembre, tout s'accélère. Le Front National compte bientôt 12 000 volontaires et dans le cadre de l'opération Vésuve menée par le général Giraud, ce sont 6 000 hommes et 400 tonnes d'armes qui vont être acheminées sur l'île en quelques jours. Dès lors, les objectifs des Alliés et des Patriotes sont les suivants. Côté Ajaccio, il faut remonter le plus vite possible vers Bastia, où les Allemands souhaitent évacuer leurs forces. Et côté plaine orientale, il faut donc ralentir la 90e division blindée allemande. Mais tout en se dirigeant vers le nord, les soldats d'Hitler ne manqueront pas de bombarder ponts, voies de communication et même villages, comme ici à Pedigorti di Gaggio le 22 septembre. Un rumore a sprofondato il mondo. Non sappiamo più ciò che c'era, un povericcio. Che fa? Pour autant, la victoire alliée semble inéluctable. Les 2 et 3 octobre, au col de Teguim, les fameux goumiers marocains remportent une victoire importante. Le lendemain, Bastia, ville martyre, dévastée par les combats et les bombardements américains, est malgré tout libre, enfin.
Les Allemands quittent l'île, affaiblis par la destruction d'une centaine de chars, de 600 pièces d'artillerie et de quelques 5000 véhicules. Et au-delà des pertes matérielles, cette défaite du Reich fera de la Corse un exemple. Elle constituera une véritable lueur d'espoir pour les autres départements et territoires occupés. Et vous l'avez remarqué, un QR code s'affiche sur l'écran. Il vous donnera accès à toute une série de reportages, de témoignages et d'archives consacrés à la résistance et à la libération. Sylvain Grégory, l'Italie signe l'armistice de Cassibile et c'était le 3 septembre. Le 8 septembre, cette information est divulguée. Comment se décide et se passe le déclenchement de l'insurrection en Corse ? Alors c'est un processus insurrectionnel qui prend racine à partir du moment où on assiste à la destitution de Mussolini. Donc dès ce moment-là... 25 juillet. Le 25 juillet. Dès ce moment-là, la résistance communiste comprend, comme tout le monde en Méditerranée, aussi bien les populations occupées que les Allemands et l'armée italienne, comprennent tous que l'armistice italien est quelque chose d'inéluctable qui va intervenir dans les jours, dans les semaines qui viennent. Et à partir de ce moment-là, les responsables communistes décident du principe d'une insurrection à partir de l'annonce de cet armistice. Et on va voir tout au long des semaines du mois d'août 1943, les principaux responsables communistes de la Troïka clandestine, Pierre Pagès, Raoul Benigni et Léo Miguel, préparer au jour le jour ce processus insurrectionnel de type un petit peu bolchevique sur le papier, mais qui se concrétisera quand même à partir du 9 septembre dans quasiment toutes les communes de l'île. Alors, c'est ce que vous expliquez dans votre livre « Nouvelle histoire de la résistance en Corse », paru tout dernièrement chez Alain Piazzolla. Officiellement, les Italiens ne sont donc plus en guerre. L'ennemi, c'est quoi ? C'est l'Allemagne nazie. Et l'enjeu, finalement, c'est d'éviter l'occupation allemande qui aurait pu se poursuivre. Alors surtout, l'objectif de la résistance à ce moment-là, c'est de neutraliser le potentiel militaire des Italiens. Parce que 80 000 occupants, c'est une force considérable contre laquelle les 12 000 résistants, évidemment, ne pouvaient pas combattre. Donc à partir de ce moment-là où l'ancien occupant est neutralisé, il est, là aussi sur le papier, plus facile de combattre les forces allemandes. Et pour la résistance communiste, c'est une opération quasiment gagnée d'avance. Donc on est vraiment là dans un contexte où tout semble favorable pour hâter l'insurrection et donc la libération de l'île. Alors, les Italiens participent pour partie, on va dire, à ces combats. Pourquoi ? Oui, alors bien évidemment, la co-belligérance italienne, c'est-à-dire la participation de l'ancien occupant italien qui devient un allié donc, des résistants, va intervenir à différents niveaux sur le terrain. Alors bien sûr, si on prend une analyse macro-historique, le général Mali, qui commande les troupes italiennes en Corse, va freiner des 4 fers pour faire participer ses troupes aux opérations. Il ne le fera que très tardivement, à partir du 20 septembre. Mais sur le terrain, on assiste à un tout autre comportement de ces troupes. Généralement, elles sont donc considérées par les Allemands comme des ennemis de facto, suite à l'armistice. Elles vont être donc attaquées. Souvent, les soldats italiens vont se défendre. Donc là aussi, de fait, ils deviendront co-belligérants. Et on va voir aussi des unités italiennes, notamment dans l'Alta Rocca, se mettre à la disposition de la résistance pour combattre l'ennemi commun qui est devenu l'allemand. Est-ce qu'il y avait un réel projet de l'Allemagne nazie de garder la Corse ? Est-ce que c'était un objectif prioritaire ? Alors non, ce n'est pas un objectif prioritaire pour l'état-major allemand. Il n'y a pas de politique stratégique sur les îles en Méditerranée. L'occupation de la Corse qui intervient au début de juillet 1943 est due à une opération d'intoxication qui fait croire aux Allemands à un débarquement allié en Sardaigne. Donc on positionne des troupes non seulement donc, dans l'île italienne, mais aussi dans le sud de la Corse pour qu'elles puissent intervenir. Et à partir du 8 septembre, les Allemands vont mettre en place le plan Axe, qui est destiné dans toute la Méditerranée à occuper donc, les positions stratégiques italiennes et à neutraliser l'armée italienne. À partir du 11 septembre, il est décidé de mettre en place l'évacuation des troupes allemandes en Italie et en Sardaigne. Donc à partir du 11 septembre, les Allemands commencent à battre en retraite à travers la Corse. Et pour eux, c'est plus une opération d'évacuation qu'une réelle campagne militaire. Alors, on a évoqué donc, les Corses au combat. Il y a donc, les Italiens qui les rejoignent pour partie. Il y a des combattants de l'Afrique du Nord. Dans la victoire finale, quelle part revient finalement aux militaires et quelle part pour la résistance corse ? Alors la part de la résistance corse, elle a été assez bien démontrée, ne serait-ce que par Paul Colonna-Distria, qui va faire un long rapport à l'issue de cette campagne de libération, qui va montrer que
certes, dans certaines régions, ils ont combattu les Allemands, encore là l'exemple de la Taroque, mais on pourrait citer aussi de nombreuses escarmouches, une guerre de type guérilla, un petit peu aussi dans le nord de l'île, mais surtout, les résistants ont servi de guide pour les troupes françaises qui étaient complètement dépourvues de cartes. Dans la précipitation de l'aide apportée par Giraud, tout est improvisé en quelque sorte. Donc l'aide vraiment, on va dire, militaire et tactique de la résistance, c'est celle-ci. C'est donc guerre de guérilla et également guide pour les troupes qui ont débarqué à Ajaccio. Est-ce qu'on sait combien il y a eu de morts sur la période, on va dire du 9 septembre au 4 octobre ? Oui, on a à peu près 150 résistants qui sont tués, plus de 600 Italiens et à peu près 90 soldats français. Donc vous voyez que le rapport de force, là aussi, est plus en faveur de l'Italie, même si pendant des décennies, cette participation de l'armée italienne a été complètement oubliée dans les commémorations, mais c'est elle qui a joué un rôle aussi fondamental, évidemment, avec les troupes marocaines et les résistants dans cette campagne de libération de l'île. Alors derrière les combats militaires, il y a une lutte d'influence entre Giraud et De Gaulle et la région corse du Parti communiste de Michelan Zalavi. Cette histoire, vous l'avez racontée dans un documentaire qui s'intitule L'île laboratoire. Rappelons d'abord que ni De Gaulle ni Giraud ne sont favorables à l'insurrection. Pourquoi ? D'abord, comme le disait un peu Sylvain, il y a eu des réunions préparatoires dans la résistance où on voulait, notamment l'appel du 1er mai 1943, où on voulait que la Corse se libère par elle-même. Il y avait cette volonté que on disait la libération de la Corse sera l'œuvre du peuple corse lui-même. Ça, c'était ce que voulaient les communistes. Ça, c'était ce que voulaient les communistes qui dirigeaient alors le Front National, mais je pense que c'était quand même une volonté de la résistance corse. De ne pas attendre un hypothétique débarquement. On ne savait pas quand pourrait avoir lieu un débarquement. Donc, comme disait Sylvain, il voyait bien que l'Italie allait capituler et il s'agissait de ne pas attendre et de préparer le terrain. Du côté de l'AG, bien évidemment, on préférait attendre un débarquement, venir libérer la Corse quelque part. Mais il faut dire que le général Giraud a aidé la résistance corse, notamment à travers la livraison d'armes, sans en avertir le général de Gaulle. Alors pour ceux qui ne se rappellent pas, à ce moment-là, la France libre est dirigée par les deux. Il y a une coprésidence du CFLN de Gaulle-Giraud, donc il y a une véritable concurrence, et on peut même dire une inimitié entre les deux, entre Giraud qui est un général jugé plus légitime par les Alliés que le général de Gaulle. Il a la faveur des Alliés et il s'agit pour le général de Gaulle aussi de récupérer un peu quelque part la tête de cette France libre. Et il va s'appuyer là-dessus. Lors de la libération de la Corse, on va passer directement, alors que la Corse n'est pas libérée, à une bataille politique, puisqu'en fait, lorsque le général Giraud vient en Corse diriger les opérations militaires, le général de Gaulle profite de ce voyage pour montrer aux membres du gouvernement à Alger qu'on ne peut pas faire confiance au général Giraud, d'une part parce que, à cause de lui, selon le général de Gaulle à ce moment-là, les communistes ont pris le pouvoir en Corse. Il ne faut pas oublier qu'il y a 270 municipalités sur 320 qui sont passées aux mains de la résistance à ce moment-là, et aussi la préfecture. Donc toutes les institutions, à majorité communistes du coup, par les résistants. D'autre part, au même moment, il y a un débarquement qui a lieu allié à Salerne. Et pour le général de Gaulle, il y a aussi une erreur militaire puisqu'on va détourner les troupes françaises pour venir aider les résistants corses. Et donc pour lui, elles vont manquer évidemment en Italie. Donc à partir de ce moment-là, il arrive à convaincre les membres du gouvernement qu'il a raison. Et le général Giraud va être cantonné à des opérations militaires. Et c'est sur cette opération-là que le général de Gaulle va devenir le seul chef de la France libre. Ça, c'est une question qu'on oublie parfois. Alors il y a cet aspect, il y a cette mise à l'écart de Giraud. Il y a aussi quelque part une marginalisation progressive qui va se faire, celle du Parti communiste et du Front National. Oui, alors pour le coup, je suis journaliste, mais j'ai fait des études d'histoire et j'avais fait ma maîtrise sur cette question-là. Je n'étais pas le premier à l'aborder. Ange Rovert l'avait abordé, Paul Sylvain il l'avait abordé. En appelant ça le laboratoire corse ou l'île laboratoire, comme vous l'avez dit, parce que qu'est-ce qui se passe ? La Corse est le premier département français libéré. Donc vous l'avez dit, la résistance a pris le pouvoir à majorité communiste. Et il faut instaurer la restauration républicaine. C'est-à-dire qu'en même temps que les troupes, arrivent deux personnages très importants. Le préfet Charles Luizet et son adjoint François Coulon, qui vont récupérer la préfecture,
qui était alors dirigé par un comité de préfecture composé de résistants à majorité communiste. Et là, j'ai travaillé sur les documents d'époque. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une vraie volonté, des rapports, je dirais, très réguliers de Luizet à De Gaulle. Luizet, c'est un très proche du général De Gaulle. Et il lui dit... j'ai réussi à élargir ce comité de préfecture à des éléments non communistes, c'est la première des choses. Éviter, comme vous disiez, que les communistes aient la primauté dans ce comité de préfecture. Et ensuite, une deuxième opération qui va consister à scinder le Front National en créant une autre organisation résistante. Les communistes disaient alors une organisation résistante créée après la bataille, qui s'appelait le Mouvement pour la 4e République. Il est présidé par Paul Jacob, finalement. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont s'appuyer sur les éléments non communistes du Front National. Donc évidemment, la figure de Paul Jacob, sénateur avant-guerre, ayant refusé de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, qui a été prisonnier, qui s'est évadé. Bon, ça va être la grande figure, je dirais, de Gaulle en Corse. Paul Jacob, qui était un radical. Donc, et puis d'autres personnages, comme par exemple Henri Maillot, qui était un parent du général de Gaulle. Donc ils vont monter ce mouvement pour la 4e République avec leur journal La 4e République. Et là, on va avoir une véritable bataille politique, notamment par journaux interposés. Alors, paradoxalement, Giraud, Sylvain Rigaud, qui est celui qui a le plus aidé la résistance, bien, pourtant, les communistes vont lui préférer, eux aussi, De Gaulle, même si De Gaulle les marginalise. Pourquoi? Alors, le grand avantage qu'a De Gaulle à cette période-là au niveau de l'opinion publique corse, c'est qu'il est beaucoup plus connu que le général Giraud. Même si Giraud a apporté effectivement une aide matérielle à la résistance assez conséquente, puisqu'il a permis l'armement, mais aussi d'alimenter financièrement cette résistance. Par contre, De Gaulle, compte tenu de la grande peur qui va apparaître dans l'opinion publique insulaire à partir de 1938, la grande peur d'être italien, il va très rapidement, parce que les Corses ont soif d'informations pendant toutes les années 1940-1943, ils vont très rapidement se tourner vers la radio anglaise pour connaître le sort qui est réservé à l'île, et ils vont, par anglophilie, découvrir cette figure du général de Gaulle qui, pour eux, va incarner cette nation qui est toujours en lutte contre l'Italie fasciste. Et c'est pour ces raisons que finalement De Gaulle va réussir à ravir cette campagne de Corse, soutenue plutôt par Giraud, au cours de cette grande tournée dès la libération de l'île, qui va être vraiment une tournée triomphale. Il va être accueilli dans de nombreuses communes qu'il va choisir. C'est un itinéraire très stratégique aussi en termes de communication. Et vraiment, on va voir se manifester cet enthousiasme gaulliste, très précoce finalement, lors de cette grande tournée dans la Corse qui vient à peine d'être libérée. Il y a peut-être un autre aspect, vous le mettez en avant, je crois, dans votre documentaire, c'est que finalement, De Gaulle est celui qui présente un certain nombre de garanties quant à l'indépendance nationale, l'indépendance française, et les communistes y sont attachés. Oui, bon, déjà, le journal clandestin du Parti communiste, le Patriote Terre Corse, titre Vive De Gaulle lors de la visite. On ne peut pas ne pas titrer ça, c'est pas possible. Il y a quand même cette figure du général De Gaulle qui fait un discours Place du Diamant à Ajaccio, notamment où il reconnaît l'importance de la résistance corse dans cette libération quand même. Et cet extrait d'ailleurs est gravé sur une plaque sur la Place du Diamant à Ajaccio. Donc il reconnaît évidemment ce rôle, il ne peut pas faire autrement. Mais vous le dites, il y a un enjeu là qui dépasse la Corse, je dirais. C'est que le général de Gaulle, maintenant qu'il a pris le pas sur le général Giraud, il doit quand même montrer aux Américains que lorsque la France va être libérée, il sera capable, sur son nom, de récupérer le pouvoir comme il l'a fait en Corse, de quelque part rassembler autour de sa personne même les éléments communistes qu'il y avait alors sur le continent, parce qu'il y a une inquiétude du côté allié. C'est qu'il y a une guerre civile en France, entre les anciens collaborateurs, les communistes et les autres résistants. On ne sait pas ce qui va se passer. Et ils avaient prévu notamment d'occuper militairement la France, le fameux AMGOT. Voilà, AMGOT, c'est un acronyme qui signifie en gros, c'est un peu le régime américain de tutelle militaire. C'est ce qu'a connu finalement l'Allemagne, le Japon et l'Italie. Vous dites que ce que l'on dit, c'est que la France aurait pu se trouver dans cette situation. C'est ça l'enjeu? Oui, c'est pour ça que je disais, c'est à tout prix ce que voulait éviter De Gaulle. D'abord faire passer la France dans le camp des vainqueurs et ensuite montrer qu'il n'y aurait pas ce problème puisque lui pourrait rassembler. Il y a eu des problèmes à la Libération. Il y a certains endroits où ça n'a pas été aussi facile. Par exemple, du côté de Toulouse, de la passation de pouvoir. Mais j'avais interviewé dans ce film dont vous parlez, le laboratoire Corse, par exemple Raymond Aubrac, qui a été nommé à l'époque commissaire de la République en Provence. Et il me disait que lorsqu'il est allé à Marseille, il est rentré, il était tout jeune à l'époque, dans le bureau
bureaux des FFI qui ont quitté le bureau principal et qui lui ont laissé la place de façon très simple parce que le travail avait été fait depuis des mois, ce travail d'approche par De Gaulle. Et il avait montré aussi en Corse qu'il avait rassemblé autour de sa personne. Et d'ailleurs, lorsque la France va être libérée, qu'est-ce qui va se passer? Les deux personnages qui avaient fait leur expérience en Corse, Luizet va être préfet de Paris. On le voit lorsqu'il y a ce fameux discours de Gaulle, Paris martyrisé, mais Paris libéré, il est juste à côté. Et quant à Coulet, il va être préfet de la Normandie, enfin commissaire de la République en Normandie. Donc on voit bien que ces hommes d'expérience qui ont l'expérience de la Corse, eh bien, elle va être utilisée dès la libération des premiers départements français. On va entendre maintenant le témoignage de deux résistants, Léo Miguel et Pierre Orson, et vos réactions après. Il y avait là Jean Nicole, André Giusti, Henri Maillot. Et nous discutions aussi bien de la situation de l'île, également de la situation sociale. Et je me rappelle Jean disant non, non seulement nous allons libérer la Corse, mais nous allons faire en sorte que demain ne soit pas comme aujourd'hui. Pour nous, le peuple corse, c'est celui de Sambugucci et de Paoli, c'est-à-dire des hommes de progrès. C'est ensuite le peuple corse, celui des gens qui vont rallier aussi bien la Commune de Paris que toutes les luttes menées. Autrement dit, ça n'était pas une lutte de confusionnisme. Nous savions très bien ce que nous voulions et nous avons eu, et c'est ça notre mérite, je crois, à partir de notre lutte pour la Corse, pour l'intérêt supérieur de la Corse, sur rallier l'ensemble du peuple corse. Alors l'objectif de libérer la Corse, on l'a vu, a été atteint. L'objectif politique d'une Corse nouvelle, question à tous les deux, qu'est-ce qu'il en a été à cette libération? On peut répondre tous les deux. Moi, je vais dire deux mots, je vais laisser la parole à Sylvain. Si on discutait avec Léo Miguel, il évoque même dans un autre film qu'on a fait avec lui qui s'appelle Nom de code de Léo, où il raconte son parcours. Il dit on a évoqué la libération trahie, la résistance trahie, puisque il s'agissait de sortir de ce qu'ils appelaient la politique des clans qu'il y avait avant-guerre. Il parlait d'avant-guerre lorsqu'il était jeune, lui, du malheur d'être jeune en Corse, où il n'avait aucune perspective d'avenir. Donc dès la libération, je dirais même dès la résistance, il y a beaucoup de réflexion sur l'avenir de la Corse. Il y a cette volonté de mettre à bas la politique des clans et d'avoir de nouveaux objectifs économiques et sociaux pour l'île. Et malheureusement pour eux, en tout cas, de ce qu'ils en pensaient, c'est qu'on pourra en parler peut-être tout à l'heure, parallèlement à cette libération, il y a eu ce côté combat politique et très vite, on a essayé d'écarter les communistes du pouvoir en Corse. Alors, Sylvain Grégory, voilà, Paul Jacob, qui est, on va dire, qui représente le clan landriste, entre guillemets, à cette époque-là, du nom d'Adolphe Landry, il s'allie finalement à la droite un petit peu plus tard, et les communistes sont marginalisés. La Corse nouvelle, dont on a entendu parler là à l'instant par, on va dire, Léo Miguel et Pierre Orson, elle n'interviendra jamais. Alors oui, si on peut résumer effectivement comme ça, l'échec de la résistance a aussi été quelque part l'échec d'une force alternative qui se présente de façon assez classique dans l'histoire de la Corse, comme évidemment mue par des lendemains qui chantent, une certaine forme d'utopie qui est essentiellement basée sur, et c'est le principal argument, comme on l'a entendu dans le témoignage, le renversement de la politique des clans et du fonctionnement clientélaire de la société insulaire. Donc ça, c'est un marqueur évidemment fort d'une force politique alternative qui vient se positionner, qui vient un peu déstructurer la bipolarité politique. Et le retour à la République, comme on va le voir à partir de novembre, enfin même d'octobre et septembre 1943, eh bien c'est un petit peu un retour à cette Corse d'avant-guerre aussi quelque part. Donc là, de ce point de vue-là, effectivement, du point de vue politique et social, la libération de la Corse, c'est l'échec d'une utopie. Alors, on vient de parler de la libération et de ses conséquences. Vous dites dans votre livre, donc Nouvelle histoire de la résistance en Corse, la libération est un événement conjoncturel, mais la résistance est structurelle. On va d'abord revenir peut-être sur le contexte. Vous écrivez que l'opinion française à la fin des années 30 est tiraillée entre le désir de paix et l'amour de la patrie. La Corse, elle, est dans un autre contexte. Du fait du danger irrédentiste, il y a une cohésion plus forte ici. Oui, évidemment, la menace italienne et la grande peur qu'elle va susciter dans l'opinion compose un consensus, même si on peut trouver évidemment des voix discordantes au sein de celui-ci, mais il n'y a pas de crise
identitaire en Corse durant les années 30, contrairement à ce qu'on retrouve au niveau hexagonal. Et là, c'est vraiment une des caractéristiques de cette résistance, puisque c'est vraiment l'origine, le point de départ du phénomène résistant. Et pourquoi c'est un phénomène structurel? Parce que c'est un phénomène totalement novateur à l'époque. Nous, maintenant, on a le background de ces années, donc quand on évoque le terme de résistance, on connaît la définition du concept. À l'époque, c'est quelque chose qu'il faut construire. Et cette construction en Corse, elle se fait, comme ailleurs bien évidemment, en s'appuyant sur les structures et le fonctionnement de la société. Et c'est ce qui va faire sa réussite finalement. Parce que dans des sociétés d'interconnaissance comme la nôtre, dans des sociétés qui sont à l'époque essentiellement rurales et communautaires, pénétrer le corps social, c'est finalement se calquer à ces modes de fonctionnement, ces modes de solidarité qui vont faire qu'en Corse, la résistance est beaucoup mieux enracinée, plus profondément enracinée que dans le reste de la France. Au point que si on voulait avoir une formule un petit peu provocante, mais qui résume bien cet esprit, si en Corse tout le monde n'a pas été résistant, tout le monde a fait de la résistance. Donc on voit bien comment, et c'est là une deuxième spécificité, une deuxième singularité, c'est que le phénomène résistant, c'est vraiment profondément enraciné dans le mode de fonctionnement de la société. C'est ce qui explique aussi en partie comment il est resté un marqueur identitaire encore dans notre société contemporaine. L'idée force, c'est le sentiment anti-italien finalement. Il est agité tout au long des années 30 avec, on va dire, le 30 novembre 38, un événement assez particulier à la Chambre des Faisceaux. De quoi s'agit-il ? Alors, en novembre 1938, on est après Munich, donc on voit que l'opposition entre les régimes totalitaires et les démocraties France et Angleterre ne résiste pas finalement aux pressions de la diplomatie des puissances de l'Axe. Et c'est dans ce contexte que Ciano fait un discours devant la Chambre des Fasci et qu'à la fin de celui-ci, les parlementaires italiens se lèvent et revendiquent quasi officiellement, puisque jusqu'alors toute la propagande irrédentiste ne faisait pas partie du discours du gouvernement italien, et donc ces parlementaires revendiquent ouvertement différents territoires, dont la Corse. Et ça va cristalliser, bien évidemment, et réactiver surtout une italophobie qui est aussi culturelle, il faut bien le dire, et générer donc cette grande peur que j'évoquais tout à l'heure, qui est vraiment un marqueur à la fois des engagements individuels et collectifs. Donc on est vraiment dans un contexte qui est tout à fait particulier et qui est bien singulier par rapport au reste de l'Hexagone. On est le 30 novembre 38, il y a une réaction immédiate en Corse, le 4-5 décembre à Bastia, et le fameux serment de Bastia. Là aussi, ça se comprend, on va dire, en réaction à ce discours de Ciano. Oui, tout à fait. Donc on a le serment de Bastia, mais pas que, puisqu'on va retrouver des manifestations, y compris dans des villages de l'intérieur, qui cristallisent certes le patriotisme français, mais aussi une certaine forme de corsitude, puisque cette menace italienne, finalement, elle attaque les Corses non seulement dans leur francité, mais aussi dans leur corsité. Et c'est ce qui a très rarement été mis en avant par l'historiographie traditionnelle, et il faut vraiment inscrire cette dynamique dans le temps long et dans la construction, comme une étape de construction de l'identité insulaire. Alors, le serment de Bastia, nous jurons de vivre et mourir français, c'est ce qui est écrit d'ailleurs dans les rues de Bastia. Alors, vous dites aussi que le pouvoir vichiste, la préfecture, la Légion française des combattants, les délégations spéciales qui sont installées dans les communes, le pouvoir vichiste en Corse, finalement, il est décrédibilisé plutôt qu'ailleurs sur le territoire hexagonal. Pourquoi ? Alors un petit peu plus tôt qu'ailleurs, mais pour toujours la même raison, qui est vraiment le marqueur du fonctionnement de l'opinion publique insulaire, c'est que très vite Vichy, très implicitement, va se présenter, notamment à travers la figure du maréchal Pétain, comme le bouclier contre les prétentions irrédentistes italiennes. Mais très rapidement, les Corses vont se rendre compte en fait que c'est un effet de manche et qu'il n'y a aucune politique de la part de Vichy qui vise à assurer le maintien de l'île au sein de la communauté nationale. Et très rapidement, on va voir à la fois donc cette anglophilie et ce gaullisme arriver. Pourquoi ? Parce que finalement les Corses vont se détourner de la figure du maréchal Pétain et vont lui préférer, comme incarnation de cette nation en lutte contre l'Italie, la figure du général de Gaulle. Donc on voit bien là comment des contingences qui sont liées à un contexte local et méditerranéen influent sur le mode de fonctionnement de l'opinion publique, sans toutefois remettre en cause sa logique de fonctionnement.
Autre élément de contexte majeur, quand les Italiens débarquent le 11 novembre 1942, ils arrivent, ils sont 80 000. Il y a une situation très particulière en Corse avec une dépendance alimentaire. Finalement, 80 000 personnes en plus des Allemands. C'est pas facile à nourrir et ça crée des tensions supplémentaires. Oui, alors les tensions, elles sont préexistantes au niveau socio-économique et la résistance sera d'ailleurs canalisée, le mécontentement social, pour le tourner dans un premier temps contre Vichy, puis dans un second temps contre l'occupant italien. Alors c'est vrai que cette densité très forte, on l'a souvent dit, un soldat italien pour 3 habitants crée une surcharge démographique, d'autant plus que l'armée italienne est très mal ravitaillée et que l'île va être progressivement complètement coupée du monde. En l'été 43, il n'y a plus de rotation maritime, donc l'île va vivre complètement en autarcie. Et cette situation va évidemment cristalliser le sentiment italophobe. Mais parallèlement, et c'est là une des particularités aussi, c'est qu'on va assister dès les premiers jours, quasiment les premières semaines de l'occupation, à un rapprochement entre occupants et occupés du fait d'une langue et d'une culture commune, qui n'a rien à voir avec le phénomène de collaboration, mais qui démontre bien une drôle d'occupation, pour faire une analogie avec la drôle de guerre, et qui est vraiment là aussi une confrontation avec une altérité un petit peu redécouverte, puisqu'on se rend compte finalement, après avoir fantasmé l'occupation italienne par des fascistes et des irrédentistes, que la plupart de ces soldats italiens qui débarquent dans l'île sont de simples mobilisés, des paysans, des petits fonctionnaires qui n'ont qu'une envie, c'est que la guerre s'arrête et de retrouver leur famille. Donc ce rapprochement, il s'explique par des données à la fois culturelles et linguistiques, et il va finalement favoriser cette co-belligérance italienne avant la lettre. Dominique, pour préciser aussi que nous sommes ici dans la citadelle d'Ajaccio, les Italiens étaient nombreux ici dans cette citadelle. Alors Dominique Lanzalavi, vous êtes l'auteur donc d'un documentaire sur Léo Miguel, mais également d'un livre, un livre d'entretien En homme libre paru chez Albiane, avec le témoignage en longueur de Léo Miguel, cadre de la résistance. Cette dimension finalement sociale, cette dimension économique aussi de la situation, elle a rapidement été au cœur de la stratégie communiste. Oui, alors juste pour revenir 2 secondes sur l'avant-guerre, en fait, il faut se rendre compte de quelque chose qu'on a peut-être oublié maintenant, c'est qu'à l'époque, dans les années 30, il y a des Corses qui sont au plus haut de l'État français. On a des personnages comme Adolphe Landry, on a des personnages comme César Camping, qui, côté gauche, son gendre d'ailleurs, qui donc occupent plusieurs postes de ministres et qui font partie d'une élite un peu intellectuelle du pays. On a eu tendance à l'oublier. Et à droite aussi. À droite, on va avoir des personnages comme Horace de Carbuccia, patron de presse, Jean Cap, préfet de police de Paris, François Pietri, qui va être ministre de Pétain avant d'être nommé ambassadeur de France à Madrid auprès de Franco. Donc on voit bien que là, il y a des Corses au plus haut de l'appareil d'État, je dirais, et ça, c'est très important, parce qu'il y a vraiment un rôle très, très de premier plan de Corse à cette époque, dans la politique insulaire. Donc ça, il faut se rendre compte, parce que Léo Miguel, par exemple, me racontait que juste avant la guerre, il avait participé à un meeting où il y avait Adolphe Landry, il avait apostrophé Adolphe Landry, qui était alors ministre, grand démographe aussi. Bon, on a ces personnages-là. Donc sur la situation... ils l'ont prise, les communistes ont vite compris qu'il fallait, c'était une possibilité, au vu des souffrances de la population, que de mobiliser à grande échelle du fait de ces difficultés. Mais ça arrive déjà avant-guerre. Bon, Sylvain pourra en parler un peu mieux que moi, mais le Parti communiste a très, très peu de membres en Corse. Dans la période de résistance, c'est encore pire. Il y a eu le pacte germano-soviétique qui en a fait partir pas mal. Durant la résistance, ils se retrouvent en fait très peu nombreux. Léo, qui a alors 16-17 ans, se retrouve à avoir d'énormes responsabilités, et notamment à faire partie à 19-20 ans comme disait Sylvain, la troïka qui dirigeait le Parti communiste dans la résistance et le Front National. Donc ils sont peu nombreux. Mais à la Libération, évidemment, c'est le parti des fusillés, donc même au niveau national, le Parti communiste alors est très fort, bien évidemment. Et il y a cette volonté, comme je disais tout à l'heure, de changer les choses, de changer cette société corse. Oui, ça fait partie de toutes les réunions, je dirais, parce que je disais, par exemple, lorsqu'ils ont fait l'appel du 1er mai 1943, ils avaient fait une réunion à Pori, en Casinca, et il dit, dans cette réunion, on avait créé une école du parti, où on discutait politique déjà. On ne parlait pas que de faits d'armes, on ne parlait pas que de libération, on parlait déjà des lendemains qui chantent, comme disait Sylvain. Il y a eu déjà une première résistance, on va dire, ordinaire. Il y a eu des manifestations
manifestations pour le pain, par exemple, Bastia, Ajaccio, Corté, Bonifacio, ça a été un élément finalement mobilisateur. Tout à fait. Des manifestations où, encore une fois, Léo Miguel était, je dirais, l'un des organisateurs. C'est des manifestations qui ont mal tourné. Il y a eu des blessés. Et Léo Miguel me racontait qu'à cette époque, il s'était planté devant les caméras italiennes pour chanter la Marseillaise avec d'autres camarades. Il faudrait retrouver cette archive si elle est pour de bon été filmée. Mais comme vous le disiez, il fallait mobiliser autour de rassembler la population. Hein. Et c'était quoi? À ce moment-là, c'est le ravitaillement, le problème. Hein. C'est le pain. Là, on avait voulu réduire la portion de pain. Il y avait le comité des femmes et d'autres personnes qui s'étaient mobilisées parce qu'il fallait convaincre aussi quelque part la population de résister d'une autre façon peut-être. Sylvain Grégory, Dominique Manzella vient de mentionner que les manifestations pour le pain étaient filmées par l'occupant italien. En fait, ces manifestations ont été vues par l'occupant et instrumentalisées comme étant l'échec finalement de Vichy. Donc il y avait y compris une rivalité entre les Italiens et l'autorité vichiste. Oui, alors on a une situation politique qui est très complexe, qui donne d'ailleurs à l'opinion corse de l'époque un sentiment, une conviction même de vacance du pouvoir. Donc il faut savoir que la Russie de la résistance, elle vient aussi se greffer comme force politique alternative dès ce moment-là. On n'attend pas la libération de 1943. Et effectivement, ce qui explique la réussite de la résistance communiste, c'est d'avoir réussi à capter ce mécontentement social et surtout de s'être appuyé sur un discours qui est fondé sur des arguments identitaires. Donc ce double volet de la propagande de la résistance qui va vraiment toucher au cœur les insulaires et procéder justement aux engagements dans la résistance. C'est là la une des grandes explications de la réussite du Front National, alors que dans les autres départements français, il ne conquiert pas le leadership sur les autres organisations. Ce que vous expliquez aussi, c'est qu'il y a un contexte claniste, c'est-à-dire quand Vichy obtient les premiers pouvoirs, la droite piétriste est aux affaires, en quelque sorte, ou du moins des délégations spéciales sont installées avec des gens de cette mouvance politique. C'est perçu par le clan landriste comme finalement une victoire d'un clan sur un autre, comme cela se faisait auparavant, mais ces éléments-là, ils sont finalement moteurs d'une mobilisation aussi. Oui, on retrouve finalement la construction partido contra partido au niveau beaucoup plus large de la Corse et cette opposition à Vichy ou au clan de la droite, il va se retrouver dans les engagements résistants. Hein. C'est le cas notamment avec beaucoup de cadres du Parti radical socialiste qui vont verser dans la résistance par réaction au spoil system imposé par Vichy. Dominique Manzella, vous vouliez réagir? Non, sur ce problème du ravitaillement, à la Libération, ce sera la même chose. Lorsque je vous disais qu'il y a cette bataille politique entre donc, l'ancien Front National et le nouveau mouvement pour la 4ème République, il faut savoir qu'à cette période, le général de Gaulle nomme Pau Giacobbi ministre du ravitaillement à Alger. Donc on voit bien l'importance de Pau Giacobbi à ce moment-là. Et dans les journaux des deux partis, on se renvoie à la responsabilité de ces problèmes de ravitaillement. Donc c'est évidemment une question éminente à l'époque. Alors, il y a, on l'a dit, les communistes ont pris le dessus sur les autres tendances, mais il y a plusieurs raisons. Il y a une raison de fond, une raison tactique. On va parler d'abord du fond, peut-être. Une des raisons, c'est qu'un mouvement de résistance est créé quand les landristes s'y refusent. C'est quoi? C'est une histoire finalement de culture politique là, qui fait que les uns s'orientent dans une voie, on va dire large, et l'autre beaucoup plus étroite, qui ressemble plus à un réseau. Oui, alors là, on voit bien l'opposition, justement, de culture politique entre les partis traditionnels, clanistes, clientélaires, qui fonctionnent à partir de décisions prises par des petits groupes de cadres, voire par même un seul chef, et que l'on retrouve au niveau de l'organisation clandestine dans les réseaux. Les réseaux qui sont fondés sur l'appartenance à la franc-maçonnerie, aux partis de gauche, principalement radicaux socialistes et socialistes, fonctionnent ainsi. La culture politique des communistes, c'est de conquérir les masses. Donc, on met en place un mouvement de masse, de résistance, c'est le Front National, que l'on met en avant par rapport au parti, pour évidemment gagner la population, non seulement à la cause de la résistance, mais pour également préparer dans l'avenir la lutte politique en ayant, j'ai envie de dire, un écran
au parti qui est beaucoup plus réducteur à cette époque-là, hein, puisque, comme l'a dit Doumé, dans les années 30, le Parti communiste en Corse, c'est quelques centaines de militants. Donc c'est vraiment une force politique marginale. Et on prépare déjà, durant l'occupation, cette après-guerre en termes de politique électorale. Oui. Non, juste 2 mots là-dessus. Enfin, je disais tout à l'heure, même s'ils sont peu nombreux, le Parti communiste rentre en clandestinité en 1939, puisqu'il est interdit en septembre 1939. C'est une clandestinité qui le favorise, parce qu'il est déjà... Il est déjà en pré-clandestinité, je dirais, voilà. Et puis il y a une autre force qu'on pourrait évoquer là, c'est la force de la jeunesse. Parce qu'on prend le personnage de Léo Miguel, il dirigeait les jeunesses communistes, il a dirigé le Front patriotique des jeunes, et là il y avait beaucoup de jeunes derrière lui. Hein. Même avant-guerre, ils avaient créé le cercle Paul Vaillant-Couturier, où il y avait plusieurs centaines de membres. Donc je pense qu'ils avaient aussi cette jeunesse avec eux. Alors, on a évoqué on va dire, les raisons de fond. Raison tactique aussi, c'est que les communistes s'imposent. Finalement, ils réussissent à marginaliser les missions, on va dire, qui viennent de Londres. Eux sont avec Alger. Ils arrivent à marginaliser la mission Sea Urchin de Fred Scamarone. Fred Scamarone qui s'est suicidé ici à 2 pas de l'endroit où on enregistre cette émission. Oui, tout à fait. On a, au cours des mois d'occupation et dès décembre 1942, une problématique pour les communistes, c'est comment conquérir le leadership sur les autres organisations résistantes. Et la clé, la solution à cette problématique, c'est capter l'aide apportée par Alger pour apparaître aux yeux des autres organisations comme la seule étant matériellement en capacité d'absorber les autres forces politiques. Et c'est tout le succès du Front National d'avoir réussi à capter cette aide venue d'Alger. Hein. C'est le reproche que fera De Gaulle à Giraud en lui disant « vous avez porté au pouvoir la résistance communiste en Corse », mais c'est une stratégie dont Giraud a été plus victime que complice. Alors finalement, cette idée que tous étaient unis n'est pas tout à fait exacte, peut-être, Dominique Lanzalavi. Non, c'est pas exact. De là à dire que c'est une volonté de les marginaliser, je sais pas, parce que bon, il y a évidemment une petite concurrence, mais comme il y avait au niveau national, et bien évidemment, lorsque le général de Gaulle envoie Jean Moulin, c'est pour rassembler la résistance. Fred Scamarone, on a dit que c'était un peu le Jean Moulin corse. Moi, pour en avoir parlé avec Léo Miguel, il me disait le seul problème, c'est qu'ils étaient moins structurés que le Parti communiste, et donc finalement, ils prenaient plus de risques. Ils se sont appuyés aussi sur des gens qui n'étaient pas de confiance, alors qu'eux savaient à qui ils pouvaient faire confiance. C'est peut-être ce qui a fait que finalement la Front National est aussi devenue la seule organisation en Corse. C'est unique en France, je dirais. Et ensuite, cette organisation du Front National, au niveau national, avait été faite pour rassembler au-delà du Parti communiste. Effectivement, vous dites qu'il y a des militaires aussi qui ailleurs en France, le Front National ne rassemble pas beaucoup de militaires en général. Encore, il y a beaucoup de militaires qui rejoignent le Front National. C'est pourtant pas leur mentalité, les communistes en général, mais l'idée d'avoir créé un Front National qui n'est pas le Parti communiste a porté ses fruits. C'est un peu ce que vous expliquez aussi. Oui, tout à fait. Lorsqu'on étudie l'organisation et le recrutement du Front National, on s'aperçoit qu'il va bien au-delà, évidemment, de la mouvance communiste, mais surtout qu'il est représentatif de la société corse, avec cette surreprésentation des militaires de carrière, hein, avec cette vieille tradition de l'engagement militaire qu'on connaît encore à cette époque en Corse. On a aussi plusieurs autres groupes sociaux qui apparaissent, les jeunes, hein, Dominique l'a dit, effectivement, les jeunes dès cette époque-là, lorsqu'on étudie les sources de la répression, on voit qu'ils apparaissent comme les porte-paroles de l'opinion publique, des porte-paroles en rupture avec le discours officiel porté par Vichy. On voit aussi comment les femmes ont aidé à la résistance, bien qu'elles aient été très longtemps marginalisées. Lorsqu'on prend l'ouvrage de Maurice Chaury, je crois qu'il y a 1 page et demie sur le rôle des femmes, alors que ça a été un rôle évidemment considérable, notamment en termes de communication et de soutien au maquis. On va voir aussi les instituteurs apparaître avec cette double culture. Non seulement ce sont les hussards noirs de la République, donc ils ont porté l'idée nationale française dans les écoles depuis plusieurs décennies, mais ils ont aussi été les diffuseurs d'un patriotisme et d'une forme d'identité corse. Donc c'est un petit peu normal, entre guillemets, qu'on les retrouve dans l'encadrement de la résistance au sein du Front National. On ne va pas pouvoir citer toutes les personnes qui ont été torturées, qui sont mortes durant la résistance. Il y en a quelques-unes ici qui sont affichées. On voit Jean Nicole qui est affiché ici, et Giusti et Mondologne. Juste peut-être une avant-dernière question. Est-ce qu'on sait combien de personnes ont été emprisonnées, déportées, tuées durant la période avant l'occupation ? Donc on a une 20aine d'exécutions par le tribunal militaire italien de Bastia.
On a sur toute la période à peu près 800 arrestations qui couvrent un peu tous les chefs d'accusation. Vous portez une cravate rouge, les chemises noires, vous arrêtez. Bon, après, on a des gens évidemment qui ont tenu des propos dans des bars contre les Italiens, donc ils sont arrêtés. On a des rixes aussi. On a effectivement une répression plus ciblée, essentiellement par le contre-espionnage militaire italien qui va faire des ravages, surtout pendant l'été 1943, qui, bien que Mussolini ait été destitué, on va avoir un accroissement de la répression au mois d'août 1943, c'est ce qui explique notamment l'arrestation de Gianni Goli. Ça, on va le retrouver dans tout le bassin méditerranéen occupé par les Italiens. Donc on a la chute de Mussolini, mais une crispation, on va serrer les vis, y compris dans les troupes italiennes, où on va beaucoup réprimer toutes les formes d'opposition. Donc on voit qu'on a une répression qui est beaucoup plus marquée après la chute de Mussolini que dans les mois antérieurs, qui dénote aussi une forme d'encadrement de la population de la part des chemises noires et des carabiniers principalement, et ensuite une répression beaucoup plus ciblée par les services de contre-espionnage de l'armée italienne. Donc, effectivement, on n'est pas en Europe de l'Est, on n'a pas eu des villages brûlés, des populations assassinées, mais c'est une répression qui va en se durcissant jusqu'à l'insurrection. Dernière question rapidement. Demain, normalement, le chef de l'État, Emmanuel Macron, sera au musée de Bastia, dont vous êtes également le conservateur. Qu'est-ce que vous allez lui montrer ? Il y a une exposition à Bastia, je crois. Alors, l'objectif de l'exposition, c'est à la fois de recontextualiser cette libération, parce qu'effectivement, le conjoncturel, et on le voit très bien dans les commémorations depuis 1943, a pris le pas sur le structurel. Donc il faut vraiment recontextualiser cette libération dans le bassin méditerranéen, parce que c'est de là, en fait, que tout vient. Si l'insurrection a lieu, c'est parce qu'il y a l'armistice entre les Italiens et les Alliés le 8 septembre. Donc on voit bien combien on est dépendant de ce contexte méditerranéen. Et puis surtout, il faut mettre en valeur les spécificités de cette résistance, notamment les spécificités identitaires. Et puis il faut rappeler, bien évidemment, le rôle qu'a joué la Corse, sans le surestimer, mais non plus le dévaluer, dans le cadre de la libération de l'Europe. Parce que non seulement l'île a été ce fameux USS Corsica, donc le porte-avions des Américains, mais l'île est surtout le seul département français à avoir connu 2 mobilisations en un seul conflit. Donc c'est donc 12 000 hommes, 12 000 Corses qui sont allés participer à la libération de l'Europe. Messieurs, merci. Cette première partie est terminée. Merci de nous avoir éclairés. On va maintenant évoquer la mémoire de ces événements dans la société insulaire. C'est un sujet préparé par Alain Strombogne et Stéphane Lapéra. Ces enfants ont le regard tourné vers une époque qu'ils n'ont pas connue. De Sartène à Bastia, en passant par Ajaccio, depuis le début du mois, l'île commémore ses héros, ceux qui ont combattu fascistes et nazis pour que la Corse devienne la première région française à se libérer. 80 ans plus tard, ces élèves de 3e ont assisté aux cérémonies et s'interrogent sur cette période trouble. Personnellement, je me pose vraiment la question parce qu'il y avait beaucoup de troupes allemandes, il y avait beaucoup de soldats, de guerriers, enfin tout ça quoi. Comment ils ont réussi, comment ils se cachaient, ou par exemple. Voilà. Je sais qu'il y a énormément de gens qui se sont battus, et notamment des gens de mon âge qui se sont battus pour que nous on puisse être libres. Je peux que être fier d'être là et content d'assister à tout ça. Sur les murs, les portraits de ceux qui ont fait la résistance insulaire permettent souvent à ces élèves de mettre un visage sur un nom et de mieux se représenter une guerre qu'ils vont aborder cette année au collège. Leur professeur d'histoire y voit l'occasion de mieux concrétiser ce chapitre sur la Deuxième Guerre mondiale. On fait des découvertes qui sont plus, on va dire, dans les détails des événements, qui permettent un petit peu de corriger ce qu'on sait sur des héros. L'héroïsme reste là de façon impressionnante, quoi. Voilà. Et on fait part aux élèves, justement, des fois, des éléments de détail sur lesquels on peut douter. Chez ces jeunes adolescents, attentifs aux détails humains, ce parcours mémoriel est jalonné de témoignages d'anciens et de textes étudiés en classe, mais aussi de reconstitutions historiques pour tenter d'approcher une certaine réalité, ce qui permet de mieux faire coïncider histoire avec mémoire. Il y a une véritable évolution dans la manière d'enseigner pour ramener les jeunes à cette histoire, les ramener à cette histoire pour qu'ils puissent se projeter. Véritablement, on sent bien que le devoir de mémoire aujourd'hui est très ancré dans l'enseignement de l'histoire. Mémoire et histoire ne sont pas totalement synonymes et pourtant parfois ils se rejoignent comme aujourd'hui.
Désormais, si les témoins directs de la libération se font de plus en plus rares, associations de résistants et Office national des combattants ne cessent d'entretenir ce passé. En témoignent les ateliers, les circuits mémoriels et les cérémonies organisées chaque année. Les témoins de cette période, de ces périodes tragiques, évidemment, disparaissent. Et nous avons aussi pour mission de collecter leurs témoignages. Et pour transmettre cette mémoire, en leur absence, nous essayons de trouver des supports ludiques, des supports pédagogiques, tels par exemple les concours de la bande dessinée mémorielle, les concours que nous organisons tout au long de l'année, les parcours mémoire. Et on essaie d'amener évidemment ces jeunes vers nous pour leur donner quelques repères citoyens. Main dans la main, Éducation nationale, ministère des Armées, associations et collectivités poursuivent leur mission au-delà de ce mois de commémoration, afin de continuer à susciter l'intérêt d'une jeune génération qui veut elle aussi comprendre le passé pour ne pas l'oublier. Alors, Sixto Golini, président de l'Association nationale des anciens combattants de la résistance de Haute-Corse, Gilles Guérini, enseignant en histoire, et Nicolas Cucchi, maire de Tsantz, nous ont rejoints sur ce plateau. Bonsoir à vous trois. Merci d'avoir accepté cette invitation. Sixto Golini, comment est-ce qu'on enseigne cette période de l'histoire aujourd'hui? Au-delà des faits, ce sont des idéaux, la liberté, le sacrifice, la lutte contre le racisme. Eh bien, il faut rentrer dans les détails. Pour que les élèves soient intéressés, pour que les jeunes soient intéressés, il faut leur raconter une histoire. Si on leur raconte une histoire, ils sont intéressés et on pourrait ainsi les initier à toutes ces valeurs pour lesquelles les résistants se sont battus et pour lesquelles beaucoup sont morts. Une histoire, c'est quoi? C'est prendre appui sur un personnage. On a parlé tout à l'heure de Fred Scamarone, on peut parler de Jean Nigol, raconter comment ils sont morts, l'espionnage, la résistance. C'est un petit peu ça qui peut faire que des adolescents s'y intéressent. La résistance corse a mis le peuple corse au cœur de sa stratégie. Ça, c'est évident. Mais la résistance n'est pas une histoire sans héros. Il y a eu des héros. Il y a eu des martyrs. Et je crois que parler de ces gens, de leur courage, de leur engagement, c'est intéresser au mieux toutes ces générations qui montent et qui ont besoin de savoir. Parce qu'ils ont besoin de savoir. Non seulement besoin de savoir pour connaître, mais aussi pour qu'ils prennent sous leur garde toutes ces valeurs que les résistants ont défendues et pour lesquelles ils ont donné parfois leur vie. On a pu constater ces quelques jours qu'il y avait eu une multiplication des commémorations à travers toute la Corse. Vous y participez très souvent. Comment est-ce que vous l'expliquez, cet engouement? L'engouement peut s'expliquer parce qu'il y a quand même un danger qui menace dans notre période. Le danger est présent. Bertolt Brecht disait que le ventre est encore fécond d'où est sortie la bête immonde. Eh bien, on la sent venir, cette bête immonde, on la sent arriver. Et je crois que dans l'inconscient collectif, il y a cette crainte qui existe. Et donc, on se mobilise, on essaye de conjurer ce sort qu'on sent arriver. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut persévérer, il faut se battre, il faut faire connaître. Et les jeunes sont réceptifs. C'est un sentiment que vous partagez, cette idée d'une crainte. Mais d'abord, le phénomène auquel fait allusion Sixto Golini, quel est-il? On le sent quand on est prof d'histoire comme vous, Gilles Guérini. Je dirais qu'on ne le sent pas forcément dans les classes. On ne le sent pas forcément dans les classes. Mais oui, parfois l'actualité peut avoir certaines résonances. Et je comprends totalement ce que dit monsieur Ugolini. Après, de l'histoire, on ne va pas forcément tirer toujours de bonnes leçons. Et c'est pas parce que ce n'est pas parce que des choses ont eu lieu dans le passé qu'on ne va pas forcément refaire les mêmes erreurs. Donc
Je pense qu'en tant qu'enseignant d'histoire, il est important de fournir aux élèves des connaissances et puis aussi, bien sûr, un esprit critique, un esprit qui leur permettra justement de savoir recevoir d'avoir une lecture, je dirais, d'avoir une lecture des divers événements, y compris d'événements de l'actualité. Alors, pour expliciter peut-être davantage ce qui a été dit, la vie politique française, on le sait, elle a été longtemps dominée par l'héritage de la résistance. À droite, il y avait une distinction très nette entre, on va dire, la droite gaulliste et à la droite de Jean-Marie Le Pen, qui faisait des références à Vichy. Sa fille, Marine Le Pen, ne fait pas référence à Vichy, mais il y a une filiation quand même. C'est cette inquiétude-là, un petit peu, qui mobilise, vous pensez, un certain nombre d'acteurs autour de la mémoire? Moi, je crois que ce que dit M. Golin est très vrai. Je crois qu'on a besoin d'outils aujourd'hui. D'outils, puisque force est de constater qu'aujourd'hui, il n'existe aucune collection publique qui traite de ces questions-là. C'est pour ça que la commune, qui avait déjà initié une démarche sur la résistance en Alta Rocca, s'est emparée de ces questions-là, avec un comité de pilotage et des scientifiques, avec l'idée vraiment de pouvoir transmettre à la jeunesse la vie de ces héros. Donc c'était un véritable parti pris d'avoir une approche éminemment sociétale de la résistance. Et il faut que les jeunes Corses puissent connaître les exploits des héros, et il faut qu'ils puissent s'identifier également, et surtout qu'ils soient armés intellectuellement pour pouvoir avoir le libre arbitre par rapport, je dirais, aux événements que vous évoquez. Ça, c'est fondamental. Et je crois que la force publique doit impérativement prendre en considération ces questions-là pour donner les bons outils. Et il n'y a que les scientifiques qui puissent le faire. Alors connaître, quand on est quelqu'un comme vous de l'Alta Rocca qui a la cinquantaine, ou comme d'autres ici qui ont été finalement assez près des événements, c'est un petit peu facile parce qu'il y a eu des témoins supposés dans votre vie, mais effectivement les générations d'après, très vite, aujourd'hui des résistants, il n'y en a presque plus. C'est facile et difficile en même temps, parce que cette histoire n'a pas été franchement enseignée, je veux dire, y compris aux gens de ma génération. Je veux dire, l'histoire proprement dite des résistants corses n'a pas été vraiment enseignée. Mais des gens à Tsonts, vous avez pu vous en rencontrer qui ont participé. Oui. Ceux qui vont venir derrière vous, non. Y compris dans nos familles, y compris les actes de résistance qu'il y a eu. Je pense à Jacques Cinquin, par exemple, qui est mort au moment où remontaient les Allemands pour aller à Lévis. Oui, et c'est pour ça aussi qu'on a un souci de faire venir à nous les enfants de résistants ou tous les témoignages qui nous permettent d'alimenter les collections et qui nous permettent aussi que la petite histoire, en fin de compte, rejoigne la grande. Parce que c'est une des meilleures manières de pouvoir faire venir à nous cette jeunesse et l'instruire sur ces questions-là. Mais on se rend compte aussi que pas que la jeunesse a besoin de connaître ces sujets un peu plus en profondeur. Alors, on a évoqué un peu la montée des... Oui, Sixto Boil. La jeunesse corse est d'autant plus intéressée par cette aventure de la résistance que la résistance constitue une page glorieuse de l'histoire de la Corse. Ce qui s'est passé ici, pendant cette courte période, c'était inédit. Ça ne s'est passé nulle part ailleurs. Et ça s'est terminé par une victoire. Donc la jeunesse corse, elle a intérêt à connaître cette partie de notre histoire. Parce que c'est une histoire qui est glorieuse. Donc enseignons-leur ce qui s'est passé ici et demandons-leur surtout de s'engager pour sauvegarder ce que les résistants ont défendu. Des valeurs. Il y a des valeurs à défendre, encore aujourd'hui. Donc persévérons. Un mot du contexte international. On voit émerger l'affrontement des grandes puissances dans un contexte de montée des extrêmes qu'on a évoqué. Est-ce que ce contexte il ressemble finalement à celui de l'entre-deux-guerres? On voit aujourd'hui en Italie, toute proportion gardée, Giorgia Meloni, présidente du Conseil. Est-ce que ces éléments-là, ils sont également de nature à susciter un besoin de transmettre? Oui. Après, bon, moi je dirais qu'en tant qu'enseignant, il faut quand même se garder de certaines comparaisons. Il peut parfois avoir des résonances entre l'actualité, ce qui a pu se passer dans le passé, etc. Mais l'histoire ne se répète jamais totalement de la même façon. Et il n'y a pas forcément une répétition des mêmes faits.
oui, Giorgia Meloni est issue, bien sûr, de partis qui se réclament du post-fascisme, etc., etc. Mais on n'a pas de Giorgia Meloni qui réclame de reprendre la Corse, que je sache. Et il n'y a plus de politique irrédentiste en Italie par rapport à la Corse. Donc la situation n'a rien à voir avec celle de 38. Tout à l'heure, vous avez parlé du serment de Bastia. Je pense que pour l'instant, on n'a pas besoin de refaire un serment de Bastia par rapport à la politique extérieure de Giorgia Meloni. Donc je pense qu'il faut quand même faire un peu... il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que l'enseignement de l'histoire, ça reste quand même des enseignements de faits, de choses qui se sont passées, mais qui se sont passées. C'est-à-dire il y a un contexte, il y a des dates, et c'est pas simplement avertir ou dire attention, des choses peuvent revenir. Bien sûr que des choses peuvent revenir, mais c'est pas forcément que ça. Enfin, je veux dire, moi, j'y crois pas trop à cette fonction-là de l'histoire. Parce que malheureusement, j'ai l'impression que les peuples ont un peu de mal à tirer le son du passé. Vous avez parlé des grandes puissances. Vladimir Poutine, en ce moment, justifie son agression sur l'Ukraine au nom de la lutte contre le nazisme. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué. Il y a une confusion quelque part. C'est pas une confusion, c'est chaque société, chaque État, chaque gouvernement qui, à un moment donné, peut faire un usage du passé en fonction de ses intérêts à lui. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment en Russie, par exemple. Moi, je crois que les événements ne se présenteront jamais exactement sous la même forme. C'est certain, mais les conséquences peuvent être identiques. Si aujourd'hui, quelqu'un crie « Vive le nazisme », il ne sera pas suivi. Donc il ne criera pas « Vive le nazisme », même s'il pense que Hitler, ce n'est pas une chose terminée pour toujours. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il ne sera pas suivi, mais il sera poursuivi, parce que c'est un délit. Le racisme est devenu un délit aujourd'hui, ce n'est pas une simple opinion. Il n'empêche que, pour certains, cette période n'est pas entièrement close. Alors, il y a le contexte national et international, il y a le contexte local aussi. On a évoqué tout à l'heure le serment de Bastia. Vivre et mourir français, nous le jurons, c'est ce qui a été dit à l'époque. Aujourd'hui, l'état de l'opinion corse est tout à fait différent et beaucoup plus contrasté. Sylvain Grégoire disait, dans la Corse des années 30, il n'y avait pas de crise identitaire. Dans la Corse d'aujourd'hui, en revanche, les identités sont beaucoup plus contrastées, beaucoup plus en rivalité peut-être. Oui, probablement. Disons que le contexte, vous parlez du serment de Bastia. Le serment de Bastia, par exemple, le 80e anniversaire du serment de Bastia a été commémoré, mais on peut dire qu'il a été commémoré d'une façon plutôt discrète. Voilà, hein, ça n'a pas eu un très grand faste autour de cette commémoration. Pourquoi, selon vous, c'est l'idée qu'aujourd'hui, il y a quand même une opinion en Corse qui est beaucoup nationaliste et qu'au final, cette idée de mourir français, elle est un petit peu moins dans l'air du temps? C'est sûr qu'à l'heure actuelle, puisqu'on parle de la jeunesse, c'est sûr que de la jeunesse et pas que de la jeunesse d'ailleurs. C'est sûr que pour une certaine partie de l'opinion corse, le serment de Bastia semble quelque chose qui peut être éventuellement décorrélé des situations actuelles, etc. etc. Mais là aussi, pareil, je veux dire, il faut remettre les choses dans le contexte. Le serment de Bastia en 1938, c'est un contexte qui est historique, un contexte bien particulier. Et je pense que vouloir évoquer, je dirais, le serment au prisme de l'actualité, enfin d'aujourd'hui, de ce qu'est la société corse actuellement, c'est pas forcément, je dirais, judicieux. C'est vrai que les idées nationalistes corses, qui désormais sont relativement bien présentes dans la société corse actuelle, elles ont une lecture de la résistance. Elles ont une lecture de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Et si vous voulez, cette lecture, je pense que c'est plutôt ça, la façon dont le nationalisme, finalement, regarde les événements du passé et
et crée, je dirais, sa propre vision, a ses propres usages de ce qui s'est passé. Alors justement, vous avez écrit un article qui figure dans le numéro 57 d'Études Corse, édité par Albiane. Vous avez écrit « Les mémoires sous-tendent une vision politique du présent ». Donc il y a une mémoire gaulliste de la libération, elle fait la part belle à l'armée. Il y a une mémoire communiste et aujourd'hui une mémoire nationaliste. Où vous soulignez que ces mémoires, finalement, elles sont un petit peu contradictoires. Elles ne sont pas forcément contradictoires. Par exemple, entre la mémoire communiste et la mémoire entre guillemets nationaliste, il y a par exemple l'idée d'une révolte de masse. L'idée que le peuple corse s'est rebellé d'une manière massive et que finalement la libération de la Corse est venue d'un peuple qui a su à un moment donné se lever et résister. Donc ça on retrouve le point commun entre les deux mémoires. Après, bien sûr, il n'y a pas un discours de rupture avec la France dans la mémoire communiste, bien sûr. Mais il y a des points communs. C'est pas forcément contradictoire, pas forcément. Nicolas Coucou, un mot peut-être là-dessus, sur cette façon d'appréhender les choses qui peuvent se rejoindre, mais pas toujours cette lecture de l'histoire aujourd'hui, 80 ans après. Moi, je partage l'avis de M. Guerini. Aujourd'hui, le prisme politicien ne peut pas être assimilé au prisme politique d'il y a 80 ans. Je veux dire, les Corses aujourd'hui se réapproprient leur histoire, leur passé glorieux, et c'est une bonne chose, avec un souci de le transmettre. Et je crois que plutôt que de chercher des antagonismes politiques, on a plus tout intérêt à travailler sur l'unité, je dirais, de tous les Corses sur ces questions-là. Le temps et les blessures sont passés aujourd'hui, et notre responsabilité, je crois, c'est, grâce au soutien des scientifiques notamment et des historiens, de restituer cette histoire dans sa totalité, et surtout de la faire connaître. Et moi, je ne vois pas d'incompatibilité à ce que les Corses se réapproprient leur histoire et qu'ils revendiquent. Ça vaut pour leur culture et leur langue. Et je crois que c'est tout à fait naturel aujourd'hui ce que nous vivons en Corse. Si je te colline un mot là-dessus sur ces... Les structures sociales changent, mais les principes restent. On défend des principes. La Seconde Guerre mondiale est une guerre idéologique. On ne se battait pas seulement pour un morceau de terre ou pour des marchés, on se battait aussi pour des idées. Et les idées que défendaient les résistants, c'était les droits de l'homme, c'était la liberté, égalité, fraternité, c'était ça qu'ils défendaient. Et ça, c'est universel. On le défend partout, quelles que soient les structures sociales. Alors, donc, ramener ce combat à des batailles pour un pouvoir ou pour une petit avantage, je crois que c'est très au-delà réducteur. Au-delà de l'avantage, il y a une vision qui est portée par les camps politiques. Le problème, c'est les principes. Ce sont ces principes pour lesquels les gens sont morts, pour lesquels les résistants se sont battus. Et ces principes, ils sont universels. On les défend ou on ne les défend pas. Il n'en demeure pas moins que les mémoires sont relativement, quelquefois, instrumentalisées. Après, elles sont antagonistes ou pas, mais il y a une forme d'instrumentalisation. On l'a évoqué tout à l'heure, Emmanuel Macron arrive ce soir en Corse dans le cadre des commémorations. De Gaulle était venu le 4 octobre 58, Mitterrand en 93, Hollande en 2013. Alors, on ne peut pas demander aux gens qui sont ici de prédire l'avenir, mais il y a quand même, à chaque fois qu'il y a une commémoration comme ça, avec la présence d'un chef de l'État, il y a une certaine lecture qui est donnée des choses du passé, qui est relié à leurs intentions sur le présent. C'est un petit peu ce que vous écrivez finalement dans cet article dont je faisais mention tout à l'heure. Disons que c'est un historien, l'historien Antoine Pro dit la commémoration cherche l'identité du présent. C'est-à-dire par le biais de la commémoration, souvent on cherche justement à se rassurer sur nos valeurs et sur les valeurs universelles, mais ces valeurs, justement, parfois on a l'impression qu'elles sont en train de vaciller, et souvent c'est dans la commémoration qu'on va chercher justement à réaffirmer ces valeurs. Après, sur la présence des présidents, elle n'a pas été automatique.
en fait, il n'y a que 3 présidents qui sont venus vraiment dans le cadre de commémoration. Et Emmanuel Macron est le 3e, parce que la venue du général de Gaulle le 4 octobre 1958, c'est dans le cadre en fait d'une tournée qu'il fait dans toute la France. Promulgue la Ve République. Voilà, pour annoncer la constitution de la Ve République. Donc vraiment, dans la commémoration elle-même, le premier à venir, c'est François Mitterrand en 93, parce que nous sommes dans le cinquantenaire. Donc c'était le début, d'ailleurs ça marquait le début d'une étape justement de plusieurs commémorations nationales, puisqu'après il y avait eu la Normandie, le débarquement en Provence, la libération de Paris, et ainsi de suite. Donc le premier à être venu, c'est François Mitterrand. Puis il y a François Hollande en 2013. Je tiens à signaler qu'en 2003, Jacques Chirac ne vient pas. Il n'est pas présent aux commémorations de 2003. Pourtant, c'était une autre date anniversaire. Ni Giscard précédemment. Et ni Giscard en 73. Pompidou. 73, il n'était pas encore élu, Giscard. En fait, Valéry Giscard d'Estaing aurait pu venir en 78, mais il ne vient pas. Donc c'est quand même, quand un président se déplace dans l'île pour la commémoration, c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. C'est quelque chose qui n'est pas anodin. Après, je disais tout à l'heure, je parlais du lien entre le passé et le présent. On remarque que souvent, ces venues de présidents correspondent aussi à des agendas politiques. Sous 93, il y a eu la création de la collectivité territoriale l'année d'avant. Statut Joxe. 2013, c'est la loi NOTRe, et là aussi, il y a des discussions. Il y a une demande d'inscrire la Corse dans la Constitution quelques jours auparavant de la part des... Et là, nous sommes aussi dans un processus de discussion entre les élus de la Corse et le gouvernement. Donc, à chaque fois qu'un président vient pour des commémorations, il y a quand même aussi une part d'agenda politique. Et d'ailleurs, pour la venue d'Emmanuel Macron, on remarquera quand même qu'il vient à une date qui ne correspond ni au 9 septembre, ni au 4 octobre. Donc ça montre bien aussi que finalement, c'est une date qui, quelque part, a été un peu calée sur un agenda, et probablement que la situation politique actuelle explique aussi, je dirais, cette venue. Il fallait venir, il fallait trouver une date. Alors, ça n'a pas été possible le 9 septembre, ça n'a pas été possible le 4 octobre. Bon, ça tombe là. Voilà. Si on était un peu taquin, on pourrait se dire, est-ce que le 6 juin 1944, en Normandie, le 6 juin prochain, 2024, est-ce que le président Macron ira une semaine avant ou une semaine après? Je ne pense pas. On peut imaginer que le discours va consister à dire, comme pour ses prédécesseurs, une spécificité, mais aussi une volonté de rester français. Finalement, cette période-là de l'insurrection et de la libération de la Corse, c'est souvent ce qui est rappelé, j'ai l'impression. Les présidents de la République sont dans leur rôle quand ils rappellent ça. Et d'ailleurs, en 93, c'est la fameuse phrase de François Mitterrand, « Corse, soyez vous-même ». Soyez vous-même, mais bien sûr, soyez vous-même, mais au sein de la République, bien évidemment. Alors on ne connaît pas l'agenda exact d'Emmanuel Macron, qui peut encore varier. Sixte Gouvolin, vous vouliez réagir? Moi, je pense que la venue des présidents tous les 10 ans, ça a plutôt un caractère politique. Ils ne recherchaient pas la vérité historique. À l'époque, les manuels scolaires indiquaient que c'était le Calvados qui était le premier département français libéré, et que la première ville de France libérée, c'était Bayeux. Et on leur disait, et j'ai des écrits, j'ai des lettres, on leur disait que c'était une erreur, c'était un mensonge, que la vérité historique, c'était la Corse, premier département français libéré. Il a fallu en passer par une loi, là. Et qu'ont-ils fait? Ils ont dégagé en touche, tous. Alors, ils sont venus pourquoi? Pour qu'on connaisse la vérité historique ou pour leur propre profit? Voilà, alors, moi, c'est la question que je pose. Là, il a fallu en passer par une loi pour que, on va dire, dans les écoles, on enseigne que la Corse a été le premier département français libéré. C'est la fameuse loi demandée par Sauva Gandolfichette. Les manuels scolaires, vous savez, il y a un professeur d'histoire ici qui ne me contredira pas, n'affirme pas en toutes lettres la Corse, premier département français libéré, comme il l'affirmait pour le Calvados. Il y a des flèches. Des dates et des flèches. Voilà c'est-à-dire des dates et des flèches. C'est pas si clair. Vous dites c'est pas une clair. Vérité. Exactement. Ce n'est pas clair. Alors pourquoi moi, je voudrais que les manuels scolaires indiquent, comme ils l'indiquaient concernant le Calvados, que la Corse est le premier département français libéré et pas métropolitain comme disent certains. Monsieur Gauly a entièrement raison. La plupart des manuels du secondaire à l'heure actuelle n'indiquent pas que la Corse est le premier département métropolitain libéré. Parce qu'en fait, une loi, on est d'accord là-dessus. Oui, mais la loi,
on voulait obliger les éditeurs de manuels scolaires à mettre cette mention dans leurs ouvrages. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Si on veut, les éditeurs, ils ont une liberté pédagogique, donc ils construisent leur manuel comme ils l'entendent. Et en fait, la seule chose à laquelle un éditeur de manuel scolaire doit vraiment se référer, qu'il doit absolument respecter, ce sont les programmes. Donc si on veut faire une loi qui dit il faut absolument que la Corse soit mentionnée comme étant le premier département français métropolitain libéré, à ce moment-là, il faut que ça soit inscrit dans les programmes. Il faut que la loi elle doit porter sur les programmes et non pas sur les manuels. D'accord. C'est la demande que fait l'ANAC aujourd'hui. Absolument. Oui. Je crois que là, la démonstration est faite de l'utilité absolue. L'utilité d'un musée, par exemple. Que la force publique s'empare de ces questions-là aujourd'hui. Pour le coup, travaillons sur notre histoire de façon autonome, si vous me passez l'expression. La Corse a suffisamment d'experts pour pouvoir assister, je dirais, la force publique pour créer des lieux de mémoire. Notre ambition, nous, c'est de le faire à travers toute la Corse. Vous voulez faire un musée de la résistance à Tsons? Nous souhaitons faire le musée de la résistance corse à Tsons, qui n'a pas vocation à n'être qu'à Tsons. Alors, Tsons, parce que c'est le carrefour de l'Alta Rocca, et vous le savez que ce lieu a éminemment contribué à cette période glorieuse de notre histoire. Je vous rejoins là-dessus. Notre sujet aujourd'hui, c'est de recenser le plus largement possible tous les endroits en Corse où il y a des témoignages, où il y a eu, je dirais, des faits de résistance, et bien les répertorier, et travailler en collaboration avec les communes, évidemment les associations d'anciens résistants et toutes les personnes qui veulent contribuer pour avoir une cartographie de l'ensemble, je dirais, de ces problématiques sur l'île, pouvoir la valoriser d'un point de vue historique, patrimonial, et puis reconstituer un parcours où le musée de Tsons pourrait être tête de pont. Donc ce travail-là a été amorcé avec Marie-Jeanne Nicoli, d'ailleurs, qui la petite fille de Jean Nicoli. Qui est la petite fille de Jean Nicoli. Jean Nicoli a été enseignant sur Tsons Santa Lucia, d'ailleurs bientôt l'école de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio portera son nom. Lévis, je n'ai pas besoin de rappeler le passé glorieux de la résistance à Lévis et partout. Il nous faut aujourd'hui prendre, je dirais, ce sujet à bras-le-corps et créer les outils nécessaires et indispensables, au-delà des manuels scolaires, bien que j'entends bien qu'il faudrait impérativement que les manuels scolaires établissent cette vérité historique, de façon à ce que notre jeunesse, effectivement, puisse s'approprier, je dirais, ce pan entier de notre histoire. Et pas que la jeunesse, parce que les gens de nos générations aujourd'hui n'ont pas reçu l'enseignement, on ne nous apprenait pas dans les livres scolaires qui étaient Dominique Ribet, par exemple, on n'a eu aucun enseignement sur Jean Nicoli, sur Pascal ou d'autres. Donc aujourd'hui, la question est vraiment que la Corse, dans un souci d'unité, et c'est pour ça que je reviens sur le côté non politicien, c'est-à-dire 80 ans après, je crois qu'il est grand temps que la vérité historique simple soit notre fil conducteur, qu'impérativement nous puissions nous projeter, y compris sur les résistants en Corse qui se sont illustrés sur le continent, et non moins célèbres. On parle souvent de Daniel Casanova, c'est vrai qu'elle était à Paris. C'est la résistance peut-être la plus célèbre de Corse, portée Auschwitz, mais voilà. Et une très belle rue porte son nom. Donc il est aussi important que notre jeunesse et nous-mêmes les Corses, nous puissions nous réapproprier cette histoire qui, ne nous a pas été enseignée. Et jusqu'à présent, et on le regrette, je dirais les moyens n'avaient pas été mis en œuvre. Puisque, comme je vous le soulignais au début de cette émission, il n'existe aucune collection publique traitant de ces sujets-là. Donc, ce n'est plus le cas aujourd'hui. On travaille avec l'association Sentinelle. On vient à Tsons pour visiter. Qu'est-ce qu'on peut voir et qu'est-ce qu'il est prévu qu'il y ait, on va dire, à moyen, long terme? Alors aujourd'hui, on est en phase de refondation du musée de l'Alta Rocca, puisque la collection vient de s'enrichir, notamment avec la collection Sentinelle de Sylvain Grégory. Que va voir Emmanuel Macron. Oui. Donc l'idée pour nous était de dresser un comité de pilotage dans lequel se trouve le député Combagne, Marie-Jeanne Nicoli, l'inspecteur d'académie de l'éducation nationale, le DRAC et bien d'autres, qui ont tous répondu présents parce qu'on sent bien que ce sujet intéresse et passionne, des professeurs d'histoire-géographie qui ont ensuite constitué un véritable comité scientifique qui détermine les collections et comment elles seront exposées. Donc on a un plan Avenir Montagne sur lequel nous on a répondu, on a pu lever 3 millions d'euros grâce à l'État et la région pour refonder entièrement le bâtiment, qui jouxtera aussi des structures publiques pour aussi 5 millions d'euros. Donc l'idée pour nous, c'est de travailler aussi avec la région Corse, qu'on a rencontré sur ces thématiques-là, pour les équipements de musée, et avoir un outil moderne
qui parle à la jeunesse et qui soit transposable partout sur le territoire de la Corse. Il n'est pas difficile aujourd'hui, avec un QR code, de pouvoir expliquer comment s'est déroulée la bataille de Coins ou n'importe où, je dirais, dans notre paysage naturel, les événements qui ont eu lieu dans le maquis. Voilà, c'est ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, mais je vous dis vraiment dans un esprit d'unité et dépassionné aussi, avec, je veux dire, cette rigueur objective des historiens sur ces questions-là. Sixte Golin, peut-être une question sur votre rôle dans les écoles. Au-delà, on va dire, de ces supports, il y a aussi la parole que vous pouvez, le message que vous pouvez divulguer dans les écoles. CM2, je crois, 3e, première, c'est un peu ce que vous faites souvent. Je voudrais dire que si on crée un musée, il faut que ce soit un musée de la résistance. Pas que ça soit noyé sous des tas d'autres choses. Non, c'est le musée de la résistance corse. Et qui, vous dites que ça ne va pas être un musée militaire, c'est un peu ce que vous dites. Voilà. Non, que vous suggérez du moins. Pas un musée militaire, pas un musée qui noie la résistance sous plein d'autres choses et qui la met un peu à l'écart. La résistance a été quand même fondamentale. Et ça a été l'élément déterminant. Sans la résistance, il n'y aurait rien eu encore. Un mot là-dessus en réponse. C'est tout à fait le parti pris que nous avons. Aujourd'hui, il y a les faits, je dirais, militaires, mais notre parti pris, il est vraiment anthropologique et sociétal. C'est-à-dire qu'on s'intéresse aux hommes, aux résistants et aux héros. Et c'est le musée de la résistance corse. C'est vraiment cette question-là qui nous préoccupe aujourd'hui. C'est aussi cette connaissance, je dirais, de l'anecdotique, de la petite histoire qui rejoint la grande, mais c'est aussi cette connaissance des héros et de leurs valeurs. Vous parliez des principes républicains qui ont été chers, je dirais, à ces combats-là. La Corse avait, de toute façon, déjà dans sa propre histoire, une idée assez précise de ce que pouvait être la République, puisqu'elle en avait créé une bien avant. Donc on est aussi dans cette continuité-là. Moi, je pense vraiment qu'il y a dans l'âme corse cette idée de résister à toute forme obscure, et je vous rejoins là-dessus. Et je crois que c'est quand même une très belle chose que les Corses se soient libérés en premier. Un dernier mot, Sixte Golin, sur votre rôle dans les écoles, et puis on va conclure. Personnellement, je fais une quinzaine d'interventions par an dans les établissements scolaires publics. CM2, 3e et terminale. Moi, je vous disais tout à l'heure, je leur raconte une histoire. Une histoire qui est basée sur des faits réels. Je m'appuie sur des événements connus, avérés. Mais je leur raconte une histoire. Et je peux vous dire que pendant 2 heures, ils m'écoutent presque religieusement. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut aller vers les jeunes. Et quand on les intéresse, eh bien, on gagne à chaque fois. 15 interventions, ce n'est pas suffisant. Il en faudrait beaucoup plus. Mais comment faire ? Ce n'est pas au programme. Je suis souvent obligé de forcer un peu les portes, mais je le fais volontiers. Bien, messieurs, merci d'avoir participé. Je vous rappelle que le QR code qui s'affiche en ce moment permet aux internautes d'avoir accès à l'ensemble des contenus réalisés par la rédaction de France 3 en lien avec la libération et la résistance. Témoignages, documents, reportages. Cette émission spéciale est terminée. Bonne soirée à tous sur France 3 Corse via Style.